Donc nous, c'est Picojoule. Et du coup, on va faire une petite présentation de l'association qui en est. En Picojoule, on existe depuis 2012. Et on est au collectif La Maison qui est au sud de Ramonville, au sud de Toulouse, à Ramonville, à côté du canal du Midi. Il y a une dizaine d'associations dans le collectif. Et voilà, la maison elle a été rachetée l'an dernier. Enfin, il y a un bail qui a été signé, et du coup on est pas en train de squatter, on a vraiment une maison. Et vous pouvez bien visiter nos locaux si vous voulez, vous pouvez nous envoyer un mail et des fois on répond. Des fois, comme ça, on Vous allez voir. Et voilà, et puis Cojoule, du coup, ça s'est créé autour des énergies renouvelables et savoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis il y a eu un moment un focus qui s'est fait autour de la méthanisation et pourquoi il existe des toutes petites unités de méthanisation plus familiales pour des petites fermes ou des choses comme ça. Et ça existe que pas en France, quoi. Et du coup, il y a quand même des raisons à ça, c'est-à-dire qu'en France, on a un climat qui est très équatorial, quoi. Et, et du coup, on va voir que la méthanisation, ça fonctionne à une certaine température. Mais en gros, l'idée, c'était de ramener ces technologies-là en France et réussir à faire comme on fait là dans des jardins de Sondrine, la méthanisation comme ça. Et en plus, il s'avère que la méthanisation, ça recouvre tout un tas de sujets, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le traitement des déchets, l'énergie et la fertilisation qui, du coup, touche aussi à l'agriculture. Et donc, en fait, on a quand même pas mal de sujets. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait de l'animation, de la sensibilisation. Donc, il y a Vincent qui est là, mais il y a aussi Zabou qui sont en ce moment sur le pôle sensibilisation animation. Et donc, on fait pas mal d'animations sur de l'énergie, sur des choses comme ça. On a monté un petit vélo pédalier qui, quand on pédale, fait de l'électricité pour savoir un peu combien on produit d'énergie avec nos muscles et tout ça. Vous avez une idée un peu en watts ce que ça donne? 100 watts. Ouais, voilà, autour de 100 watts, c'est comme ça. Et voilà, du coup, on fait de l'animation et de la sensibilisation, donc surtout dans la région toulousaine. On fait de la formation, donc c'est principalement ça qui rapporte de l'argent et qui a permis, fut un temps, et peut-être dans des temps futurs, de salarier des gens. Parce qu'en fait, il s'avère que on a compris que c'était quand même pas mal d'avoir de l'argent dans ce monde. Et du coup, on en organise assez souvent, donc des fois avec des maisons paysannes, des fois c'est nous qui les organisons de tout. Nous organisons tout. Et voilà, qui est à la fois théorique et à la fois pratique. Et donc, voilà, on met un bon focus sur comprendre un peu la méthanisation, qu'est-ce que c'est, mais aussi avoir les aspects pratiques de, en fait, là, ce qu'on a pu voir, enfin, sur la visite qu'on a pu avoir là, il y a quand même quelque chose qui est que, en fait, il y a des choses qui nous paraissent très compliquées théoriquement, comme filtrer du H2S par exemple, et qu'en fait, c'est juste de l'oxyde de fer et qu'on en a dans des clous rouillés, dans des billes d'argile ou des choses comme ça, et qu'en fait, en assemblant comme ça 4 tuyaux, on se rend compte, enfin voilà, il y a tout cet aspect pratique là. Et du coup, c'est des formations qui peuvent être sur plusieurs formats, il y en a qui sont en 2 fois 2 jours, il y en a qui sont en 4 jours, et avec des publics assez variés. C'est assez chouette, quoi. Il y a souvent pas mal de paysans, mais aussi des ingénieurs et aussi d'autres gens, des curieux. Juste. Et on a toute une activité recherche et développement qui est donc surtout ce qu'on fait nous à Picojoule, donc dans nos ateliers. Là, on a vu qu'il y avait toute une partie compression, une partie digesta aussi. Donc là, il y a Juliette qui est ici, qui est en service civique sur ces questions-là précisément. Donc là, on est sur l'étude de réussir à filtrer le digesta et voir un peu toutes les utilisations qu'il y en a. Et, et on s'efforce de publier un peu les recherches qu'on fait sous forme de tutos. Là, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de tuto qui est sorti. Le dernier, c'était sur justement adapter des injecteurs de gazinière à du biogaz. Et voilà. Et on a fait aussi un peu d'études de faisabilité, si jamais pour des projets un peu plus gros. En gros, c'est que la formation, ça a été un moyen pour nous de faire des études de faisabilité pour qu'ils soient accessibles à des agriculteurs ou voilà, à des petites installations. À savoir qu'une étude de faisabilité qui est faite dans un bureau d'études conventionnel, ça coûte 10 000 € minimum, quoi. Et du coup, nous, on pense qu'il y a quand même pas mal de clés d'informations qu'on peut avoir dans ces études de faisabilité, qu'on peut réussir à transmettre lors de formation. Mais en fait, vient un moment où s'il y a des projets qui sont un petit peu plus ambitieux, comme le projet de l'après-m par exemple, qui est porté par
par Alex, il y a quand même plus d'enjeux qu'on ne peut pas juste gérer en 4 jours, que ce soit d'un point de vue réglementaire, que ce soit, en fait, si on produit un certain nombre de gaz, ça va être plus compliqué qu'avoir une poche étanche de 4 mètres cubes et d'utiliser juste pour sa cuisine. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on fait à l'association et voilà, il y a globalement ces 3 points. Ça c'est un schéma circulaire, mais voilà, qui se veut un peu pourquoi on fait de la méthanisation et pourquoi ça nous intéresse. Et voilà, donc là c'est le digesteur qu'on a vu tout à l'heure, et donc ça peut faire de l'engrais naturel, donc ça on va voir. Enfin, ça qui nous intéresse, ouais, c'est qu'il y a un aspect assez. Il y a plein de choses qui sont publiées contre la méthanisation, parce qu'en fait ce qui existe en France c'est la méthanisation industrielle, et que en fait tout ce qui est issu de la méthanisation industrielle a les mêmes problèmes que l'agroalimentaire industriel ou un peu l'histoire de la filière porcine en Bretagne ou des choses comme ça. Et donc là, en fait, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est que le digestable, en fait, c'est quelque chose qui a été digéré et c'est une clé de plus à pouvoir mettre dans de l'agriculture. Mais qu'en fait, si on la garde dans de l'agriculture industrielle, on en fait on le compare à des fertilisants ammonitratés qui sont issus de la pétrochimie. Et du coup, voilà. Donc là, nous, on fait des recherches là-dessus pour voir comment on peut réussir à l'utiliser en fait, dans des filières biologiques ou de l'agroforesterie. Là, il y a Jules qui fait partie de l'association qui fait pas mal qui a un jardin qui est dans le jardin partagé du collectif La Maison, fait des tests d'agriculture en syntropie et voir aussi comment on peut, en fait, quelle est la part de fertilisation qu'on peut faire là-dedans. Et pareil, pas mal de choses de la permaculture où mais en fait il faut pas du tout fertiliser, il faut que amender. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a toujours des petites nuances à mettre là-dedans et qu'il y a des endroits où en fait ça peut être intéressant de fertiliser, d'autres où il faut plus amender et un peu des deux. Et voilà. C'est un peu les choses qu'on fait là-dedans. Et bon voilà, nous on l'utilise surtout pour la cuisine, notre biogaz, mais en fait on peut l'utiliser pour d'autres choses. Bon, chauffer des serres, c'est pas du tout ce qu'on pourrait faire, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça c'est un peu le principe de la méthanisation. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que. Donc, ça, c'est le substrat, c'est ce qu'a broyé tout à l'heure Pierre-Long. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la méthanisation, donc c'est du gaz, c'est du méthane. Le méthane, c'est surtout du carbone. Et le CO2 aussi. Et du coup, en fait, ça va surtout venir taper dans la matière organique. Et la matière organique, c'est surtout les sucres, les graisses, les protéines, les fibres. Il y a une matière qui est inerte, c'est tout ce qui est les minéraux. Donc, il y a l'azote, il va y avoir du calcium. De la phosphate, de la potasse, des choses comme ça, et il y a de l'eau. Et donc en fait, ça va pas du tout toucher à la matière inerte, et ça va toucher à la matière organique. Et ça va dégrader une partie de la matière organique. Mais il y a toute une partie de la matière organique qui n'est pas dégradée par ces éléments-là. En gros, la méthanisation, là, c'est des micro-organismes qui s'appellent les archées, et ces micro-organismes, ils vont venir ronger dans ce qui est le plus accessible. Et tout à l'heure, quand il parlait de la lignine, en fait, la lignine, elle n'est pas du tout, c'est ce qui fait le bois, ou ce qui fait le côté bois de la paille, quoi. Et ça, du coup, c'est pas du tout dégradé par la méthanisation. Ça, dans le compost, c'est plus les champignons qui s'attaquent à ces trucs-là, ou même des insectes plus gros, quoi. Et voilà. Et du coup, ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'on va retrouver derrière dans un fumier qui va être méthanisé. Bah, en fait, toute la partie paille, elle va pas être entièrement dégradée. Et du coup, il va quand même y avoir ça va pouvoir être composté derrière parce qu'en fait, ces éléments de carbone, ils vont rester derrière. On passe sur. Enfin, ça va. Je balance beaucoup là. J'ai dit que ça allait être interactif et j'ai complètement menti. Voilà, enfin, j'ai dit que c'était bien de mettre ça là. Parce que du coup, c'est quand même beaucoup ce dont on parle quand on parle du biogaz. Et voilà, juste que l'énergie, c'est de la puissance sur du temps. Et qu'en fait, derrière, il y a un peu il y a des choses qui sont très techniques. Et du coup, c'est bien d'avoir ces idées-là. Mais ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est de savoir que du coup, dans un mètre cube de biogaz, il y a 6 kWh. Là. Et du coup, ça c'est une énergie parce qu'en fait, c'est sur du temps, quoi. Du coup, c'est que avec un mètre cube de biogaz, on va pouvoir brûler pendant 6 heures sur du feu de 1 kW. Vous voyez un peu. Ça va un peu vite, mais ouais. Et voilà. Et du coup, c'est pour avoir des ordres de grandeur. Et du coup, nous, par exemple, on produit à Picojoule un mètre cube de biogaz, ça fait à peu près 6 heures de cuisson, à savoir que le feu moyen
de nos plaques de gaz, là, celui qui fait, je sais pas, 10 cm, lui, il fait 1 kW. Et que là, on va surtout cuisiner avec. Et ces ordres de grandeur-là, ils nous permettent aussi de savoir à ce qu'on peut faire, quoi. C'est-à-dire un poêle comme celui-là, lui, il consomme plutôt, il est plus sur du 10, 20, 30 kW. Donc si on le fait tourner pendant 1 heure, ça va plus être autour de ces ordres de grandeur-là. Et une voiture, bah, ça crame 6 litres au 100, 6-7 litres au 100. Et dans 1 litre, il y a 10 kWh. Donc en gros, une voiture, ça te fait, ça te fait 60 kW. Ça, c'est une courbe. C'est pour rejoindre un peu ce que j'ai dit juste avant, quoi. C'est que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les énergies et sur qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on consomme. Donc en fait, voilà, la clé, elle est quand même là, qu'on consomme beaucoup d'énergie et beaucoup plus, et qu'on va absolument pas réussir à coup de photovoltaïque ou de biogaz à, à pouvoir faire une transition entre du pétrole et du charbon, par exemple, et du gaz, donc tout ça qui est fossile, et tout ça, le sortir de, en fait, toute la biomasse qu'on fait pousser, enfin, c'est complètement aberrant. Et en fait, moi j'ai mis ça là pour qu'on voit aussi qu'en fait, bah, on consomme autant de biomasse traditionnelle, c'est surtout du bois, on consomme autant de bois que dans les années 1800, et que en fait, ce qu'on a fait, c'était que accumuler et consommer toujours plus d'énergie, et que du coup, en fait, enfin, c'est pour redonner une perspective que en fait, nous, ce qu'on cherche à faire là, c'est pas de garder les mêmes consommations énergétiques, et là, pas qu'à une échelle individuelle d'une ferme, c'est juste à une échelle aussi de, du monde, d'un pays, et que ça, c'est à travers aussi des décisions gouvernementales qui sont faites, quoi. C'est-à-dire que dire qu'il faut que chacun individuellement on consomme moins, en même temps qu'on construit des data centers qui consomment autant que des villes entières, je pense que c'est pas, enfin, ouais, c'est pas le discours qu'on porte. Et voilà. Et ça, c'était pour dire que, bah, en fait, c'est pas avec nos petits trucs de biogaz qu'on va réussir à faire tourner des data centers, par exemple. Ok. Donc tout à l'heure, il y avait des gens qui demandaient un peu la picométhanisation, qu'est-ce que c'est? Là, c'est une tentative de définition. Donc en fait, pico, je sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce préfixe. Ouais. Ouais. Pico 10-12. Nano 10-9. Micro, ça, peut-être qu'on voit. 10-6. Bon, petite, moyenne, grosse, bon, ça c'est pas les mêmes préfixes. Mais en gros, ça c'est pas une photo contractuelle, dans le sens où il y a marqué les jardins de Sandrine, mais c'est pas chez vous. Si. C'est chez vous ça? Oui. Ah ouais? Le cabanon, c'est. Ah non, c'est pas chez nous. Si. Ah ouais. C'est pas votre cabanon ça? Il est pas en paille porteuse, lui, non? Non. Bon, mais c'est le même méthaniseur. Ok. C'est le méthaniseur sans la paille autour. Ok. Ça, c'est le super tricks. Quand on veut que ça ait l'air hyper bio et hop, on met de la paille autour du plastique. Et voilà. Et du coup, ça, c'est 10-20 kilos par jour et on disait que ça fait à peu près la cuisson pour 2 foyers. À part quand on a un labo de transformation. Ça, c'est un peu plus gros. Donc là, il est enterré, il est en briques. Et celui-là, il est en continu aussi, je pense. Et donc ça, c'est plus autour de 100-200 kilos par jour. Et donc là, c'est ça aussi, on revient un peu sur la notion d'avant, là, de watts. Donc ça, c'est en continu. En gros, si on met une flamme directement à la sortie du méthaniseur, et ben en continu, il va nous délivrer 250 watts. Lui, il va être autour de 2 kW. Et il y a un petit TH pour thermique. Parce qu'évidemment, toutes ces questions énergie et puissance, si on n'y comprend rien, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités. Et là, c'est thermique, c'est-à-dire que c'est quand on le brûle directement, c'est la chaleur que ça va faire. Mais quand par exemple, dans les grosses. À partir de là, soit le gaz il est injecté dans le réseau, de gaz donc, soit il est brûlé. Et à ce moment-là, il va y avoir une transformation. Il est brûlé, soit il est brûlé dans un groupe électrogène, quoi. Et il y aura une transformation électrique. Et en général, les rendements des moteurs électriques, c'est maximum 30%, quoi. Enfin, des groupes électrogènes. Donc en gros, quand là, on dit qu'on a 10 kWh sur notre feu de verre, bah, si on le fait rentrer dans un groupe électrogène, derrière, on se retrouve avec 3 kWh d'électricité. Et par contre, on a de la chaleur.
Mais ça n'est pas forcément valorisé, elle peut l'être dans les groupes de cogénération. Donc voilà, ça c'est pour donner un peu une idée des échelles de la méthanisation. Du coup là les micrométas c'est jusqu'à quelques tonnes par jour. Et ça va être des groupements d'agriculteurs. Donc là c'est un lycée, le lycée Périgueux qui fait ça. Mais 7 à 14 tonnes par jour, ça commence quand même à être quelque chose d'assez conséquent. Ça veut dire que 7 à 14 tonnes par jour, c'est quand même un endroit où, en gros, une des problématiques qu'il y a avec les méthanisations industrielles, c'est qu'on concentre énormément des choses qui, en tant que telles, sont pas forcément très dangereuses. C'est-à-dire que des déjections animales ou des déchets végétaux, c'est pas dangereux en tant que tel. Mais si on en concentre 7 à 14 tonnes par jour au même endroit, bah là, il y a la cuve qui rompt, ça peut polluer pas mal d'endroits, quoi. Et à savoir que voilà, les plus grosses méthanisation aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est plus ces choses-là, donc de 30 à 70 tonnes par jour. Et les grosses méta, il y en a voilà, qui vont jusqu'à 600 tonnes par jour. Donc là, on est vraiment sur des usines. C'est un peu les échelles de la méthanisation. Il y en a un deuxième comme ça pour donner d'autres ordres de grandeur où il y a des chiffres plus en euros. Et donc ça, c'est un peu ce qui se fait dans les pays autour de l'équateur où justement la moyenne de température autour de 20 degrés, donc ils n'ont pas du tout besoin d'isoler. Donc en fait, avec une bâche souple comme ça, et ben, ils peuvent réussir à avoir leur gaz. Et donc on a besoin de moins de matériaux que ce qu'on fait nous. Il y a besoin de moins de technique. Et là, c'est le méthaniseur qu'on a nous à Picojoule. Donc pareil, qu'on a isolé depuis et tout ça, mais c'est une QVBC qu'on a modifiée. Et du coup, on a mis toute la tuyauterie, bien étanchéifiée. Et ça reste une QVC comme ça. Et donc les 2000 euros, c'est justement en ayant isolé, mis une pompe de recirculation, comprimer le gaz, pouvoir l'utiliser sur une gazinière et un système de chauffe. Bon, on a tout auto-construit, là on parle que du matériel, on parle pas du temps qu'on met à bricoler ça. Mais voilà. À savoir que du coup nous on le chauffe avec un panneau solaire thermique. On a aussi ce truc là de panneau solaire thermique. Mais c'est un peu ce qui est intéressant là-dedans, quoi. C'est-à-dire que on y vient pour certaines raisons, mais qu'en fait on s'y trouve à s'intéresser à plein d'autres sujets qui sont connexes, quoi. Donc là, par exemple, les panneaux solaires thermiques, des choses comme ça. Vous avez fait vous-même? On a récupéré, on a dû refaire la tuyauterie. Ouais. On a dû refaire un bout de la tuyauterie qui n'était pas étanche. Mais après, le système de circulation, lui, on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire que avec pas des Arduino, mais un truc un peu pareil, on a fait le système. On a fait le système pour que, en gros, ça se met en route quand il y a du soleil. Et pareil, la compression, on a une compression automatisée, tout ça qu'on a mis, qu'on a programmé. Voilà. Du coup, ça c'est un peu le. Donc là, on arrive sur les prototypes de picojoule ou un peu dans la région. Donc ça, c'est le cube dont je parlais. Et donc lui, on lui met en moyenne 5 kilos par jour. Et il produit en moyenne 450 litres par jour. Et tandis qu'il a une température entre 15 et 25 degrés, on va plutôt être entre 20 et 35 degrés. Et plutôt l'hiver, on est autour de 20 degrés parce que bah, c'est dur de le maintenir à température. Et l'été, bah, on va pouvoir monter beaucoup plus parce qu'on a les panneaux solaires et voilà. Et donc ça va dépendre. En fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment en moyenne. Et c'est vraiment en moyenne. Et on peut lui mettre plus si on est plus en température. Donc ça, c'est des trucs aussi qu'on voit dans la formation. On a tout un tableur où on voit un peu tous les types d'intrants qu'on peut mettre, à quoi de température on est, si on met tant d'isolants, combien on peut avoir. Et ça permet un peu de savoir ce qu'on peut. Et là, on a installé un chauffe-eau au biogaz pour l'hiver, justement, voir si ça vaut le coup. Parce qu'on a quand même des déchets qui viennent. Là, on fait une récup dans un magasin à côté là qu'on va chercher en vélo avec une super remorque à vélo. Et du coup, pour voir si ça vaut le coup de brûler 20-30% de notre production de gaz pour garder notre méthaniseur à 25-30 degrés. Donc c'est un peu le test qu'on va faire cet été. Et c'est un peu ça notre façon de fonctionner, quoi. C'est un peu un truc de recherche-action où on lit un petit peu de documentation, mais on se perd pas trop là-dedans et on va aussi faire un peu d'expérimentation. Et on fait toujours des allers-retours. Et en gros, notre grande question qui sera peut-être répondue un jour, c'est mais est-ce qu'on peut faire ce genre de méthanisation dans des pays comme la France, qui sont des pays où on a beaucoup d'argent et l'énergie coûte globalement pas très cher.
par rapport au travail par exemple. Tuc. Ça c'est. Donc là quand je vous parlais tout à l'heure de continu, discontinu, ça c'est les 400 dans lesquels on a fait pas mal de tests sur les toilettes sèches. On a méthanisé pas mal les toilettes sèches parce que ce qui est intéressant, voilà, c'est l'autre point sur les méthaniseurs industriels qui sont quand même. Enfin, qui nous conviennent absolument pas, c'est que quand je disais sur l'énergie au tout début là qu'il y a un problème sur l'énergie, c'est qu'en fait on n'arrivera pas à en produire autant que les fossiles nous en donnent. C'est qu'avec les méthaniseurs industriels, et ben en fait il y a une vu que ça rapporte de l'argent, il y a une compétition entre faire de l'agriculture pour faire de la bouffe ou faire de l'agriculture pour mettre dans les méthaniseurs. Et typiquement là l'exemple de la Bretagne c'est ça, c'est que en fait le lisier de porc ça méthanise pas très bien, et il faut rajouter du maïs dedans pour que ça méthanise bien. Et donc en fait, on se retrouve avec des compétitions comme ça qui sont complètement intolérables. Et donc c'est pour ça que nous, on a fait pas mal de tests sur les toilettes sèches. Et en fait, les toilettes sèches, c'est un peu comme du fumier, c'est que ça méthanise. Ça n'a pas un pouvoir méthanogène énorme, mais on en a. Et dans tous les cas, il faut qu'on le traite avant de pouvoir le réutiliser. Donc que ce soit par du compostage ou par de la méthanisation, bah, en fait, on peut réussir à tirer un peu de gaz. Et donc là, c'est des fûts qui font 120 litres. C'est pas. Il y a quand même des gains d'échelle. Enfin voilà, c'est là où il y a des choses à faire. C'est-à-dire que trop petit, on va avoir beaucoup de manutention et on va mettre beaucoup d'énergie pour réussir à garder la température. Et trop grand, ben, on est sur des trucs industriels. Et donc c'est là où il y a un gain d'échelle à trouver sur réussir à collectiviser certaines choses et sans non plus tomber dans les trucs où les gens vont se mettre à faire 50 km de tracteur pour aller ramener leur fumier. Et voilà, et donc là, ça, nous, on l'a surtout utilisé pour faire des tests de recettes. Et donc là, par exemple, on a un exemple de eau toilette sèche, et donc on a mis un peu de digesta pour ensemencer. Et du coup, dans ce fût-là, on voit que en 100 jours, on a fait à peu près, voilà, donc ça c'est en méthane brut, c'est pas en biogaz, il n'y a pas de CO2 dedans. Mais que voilà, on a fait à peu près 2 mètres cubes de biogaz, et ça c'était ce qu'on avait pensé avec, ce qu'on avait fait avec notre tableur. On a un tableur, c'est un peu pour avoir des retours sur la théorie, ce que ça dit dans le tableur, et la pratique, qu'est-ce qu'on a véritablement. Et voilà, du coup là c'était un peu voilà, avec ces bidons, et avec 45 kg de toilettes sèches, on peut avoir jusqu'à 1,6 m3 de méthane, ce qui fait 16 kWh en 100 jours. C'est quand même un petit peu étalé sur le temps, mais un peu les recherches qu'on fait à Picojo. Et à savoir que les toilettes sèches, on a eu écho de quelques gens qui faisaient de la méthanisation de toilettes sèches, mais je crois qu'on est à peu près les seuls à avoir de la documentation là-dessus. Mais il y en a qui le font en direct, quoi. C'est-à-dire que vu que en fait les fosses septiques ça méthanise. Donc en fait il y en a qui utilisent les fosses septiques comme directement comme digesteur. Voilà voilà. Peut-être juste expliquer la différence entre le continu et le discontinu. Ouais. Je sais pas si on a abordé. C'est ça, vous avez compris la différence entre continu et discontinu? Donc le discontinu, c'est tu vas remplir ta cuve, t'attends que ça fasse son travail, et puis après tu récupères Ouais. ton gaz. Il faut que tu vides la cuve, j'imagine, c'est avec beaucoup de matière non Ouais. méthanisable, quoi, Voilà. matière sèche, donc c'est le cas pour les toilettes sèches. Il faut le vider complètement avant de recommencer un nouveau cycle. C'est ça. D'où l'intérêt d'en avoir plusieurs en parallèle. Voilà, c'est ce qu'on va voir avec. Tu as quand même un approvisionnement plutôt continu, mais il faut quand même que tu Ouais. fasses des lots. C'est ça. Du coup, le discontinu, c'est ça, c'est que en fait dedans on va pouvoir mettre des matières qu'on met pas forcément dans le continu, parce qu'en fait dans le continu on va avoir de la tuyauterie. Par contre dans le discontinu, toute la fermentation elle va se passer d'une traite. Et du coup, là, ce qu'on a dit, c'est que le temps de séjour, là, il est de 100 jours, c'est-à-dire qu'en fait, on a fermé le bidon et on a attendu 100 jours parce que, en fait, c'est ça, c'est la production. Et on voit qu'en fait, le 80, là, si on prend la courbe rouge, là, on est hyper pentu. Et plus on approche de quelque chose qui est plat, et moins il y a de production par jour. Et donc, en fait, à partir de 60-80 jours, on se voit que la fermentation, elle a fini, ça a fini de manger ce que ça pouvait manger. Et du coup, là, on va arrêter, on va l'ouvrir, on va le vider, on va le remettre. Et en fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'on peut mettre des matières là-dedans qu'on peut pas mettre dans des tuyaux. Et en fait, là, dans le digesteur de Pirlo, c'est une bouche qui est relativement grosse. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas une grosse ouverture par laquelle on peut tout vider. Et donc, c'est vraiment ça, c'est que là, les toilettes sèches, il y a des copeaux de bois dedans. Et donc, ça, on va pas s'amuser à le mettre dans des tuyaux où ça peut gonfler et tout ça. Et tout ce qui est fumier, pareil, il y a de la paille dedans, du coup, on va pas trop s'amuser à le mettre dans des tuyaux. Et ça va plutôt être des choses comme ça, peut-être que j'y reviens après si vous voulez. Ouais, je fais ça.
Plus comme il y a chez Pierre Leb, ouais. Donc ça, c'est les plans qu'il a fait. Et en gros, en fait, c'est là où il stocke son fumier, quoi. C'est-à-dire que sa chèvrerie, elle est plus bas, et il stocke son fumier par là. Et donc, plutôt qu'avoir juste des endroits un peu. Enfin, en gros, il a ses méthaniseurs là où il stocke son fumier. Il vide sa bergerie dedans, il ferme. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est que si vous pouvez regarder dans le truc de Jean-Philippe Vallat, c'est que Jean-Philippe Vallat, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il arrose son fumier. Lui, il pense que c'est pas la meilleure idée et que le mieux, c'est de réussir à enfoncer le fumier sous le niveau du liquide. Donc en fait, c'est que chez Jean-Philippe Vallat, il reprend les micro-organismes par en dessous et il les rebalance au-dessus. Chez lui, les micro-organismes sont partout. Et donc c'est pour ça en fait qu'il a dû mettre ses couvercles dessus parce qu'en fait ça fait quand même pas mal de poids, quoi. Pas mal, 90 mètres cubes de foin qui pousse. Ça pousse, c'est bravo Archimède. Gros Archimède. Et voilà. Et du coup, ça, c'était ses plans qu'il a fait, parce qu'il en avait déjà avant, et là, il les a refait. Donc là, c'est ça où ça en est à peu près aujourd'hui, quoi. Donc là, il en a fait deux. On voit qu'il a sa fameuse presse, et il a ses portes. Et en fait, c'est qu'avant, le problème qu'il avait, c'est qu'il avait des pentes. De l'autre côté, là, si on va de l'autre côté, là, il y a les méthaniseurs qu'il a eu pendant 20 ans, et qu'il avait une pente. Et en gros, la pente, il avait des problèmes, c'est qu'en fait, au bout de la pente, bah, déjà, il plantait ses fourches dans le béton du bas. Ça, un peu chiant. Et après, il n'arrivait plus à repartir quand il devait les vider parce que c'était plein de fumier, quoi. Et donc, il s'est dit que c'était mieux d'avoir ces énormes portes. Et donc là, il arrive avec le tracteur, quand c'est plein, donc là, il la remplit, il met la porte, il fout tout son fumier. Et donc là, on voit qu'il y a une petite soufflette et il souffle pour que ça monte en température. Donc, il le fait composter à fond. Ça monte à 60 degrés là-dedans. Ensuite, il ferme, il balance du liquide. Et en fait, vu qu'il y a 90 mètres cubes et que là, on a fait un chantier où on a tout isolé, donc là, c'est le début du chantier et la fin du chantier, il y a tout qui est isolé. Donc, voilà. Et qu'en plus, là, le dessus, là, il est isolé aussi. Bah, en fait, ça permet qu'il monte à. Donc, il a rajouté du liquide dedans, il commence à 40 degrés, peut-être un peu plus, 40-50 degrés. Des fois, il cherche son jus aussi. Et en fait, après, il n'a pas besoin de le chauffer, vu qu'il y a 90 mètres cubes. Ça descend tranquillement de 50 degrés à 30 degrés en 1-2 mois, quoi, 2-3 mois. Et ça méthanise. Et ensuite, quand il y en a besoin pour le. Donc là, il en a deux, l'idée c'est d'en avoir 4. Il a quand même 200 chèvres, ce qui est pas une grosse exploite pour des paysans, mais qui n'est pas non plus énorme. Et du coup, voilà. Et donc là, il méthanise ça, il a un gros pélec à côté, donc lui, il épure son gaz avec gaz de ferme. Et du coup, de l'autre côté, il revend aussi son CO2. Et, euh, et voilà. Et du coup, après, ça, il le fout au champ, bah, quand c'est le moment du champ, de dépendre le fumier. Il ouvre tout et il le fout dans le champ. En fait, ce qui est assez intéressant là-dessus par rapport à ce que fait Jean-Philippe Vallat, c'est que là, c'est isolé dessus. Alors que ceux qui ont juste des cloches, bah, en fait, il y a juste le gaz qui est au-dessus, mais ça fait pas une isolation. La chaleur, c'est chiant. Voilà. Alors que là, lui, il a mis ces super plaques de polyuréthane. On voit un peu derrière, là, il y a une poche, hop, qui est un peu qui est gonflée. Et là, il y a un tuyau. Donc là, enfin, après, ça va être dans les tuyaux en inox partout, mais là, c'est encore en train de. Et donc, ça part dans le. Ici, il y a un. Là, c'est pas une cheminée, c'est une colonne à eau qui fait 4 mètres de haut. Et là, il y a un épurateur à CO2, qui enlève le CO2. Voilà. Donc, ça, c'est plus gros, c'est ce qui est marqué là, autour de 300 000 euros d'investissement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire que lui, je sais plus combien il fait, mais il produit, quoi. Lui, il revendait à Enercop son électricité. Et c'est ça, enfin, lui, il est plus autour de. En gros, là, il a acheté un gazomètre qui fait 100 mètres cubes. Mais il est. Enfin, oui, c'est une production qui est plus grosse, mais en même temps, enfin voilà, c'est que. Là, il est sur quelque chose qui est beaucoup plus gros. Je ne saurais plus dire c'est quoi les ordres de grandeur, mais je crois qu'on est à quelques. Je ne vais pas dire de bêtises, quelques de 90 mètres cubes. Ouais, mais en gros, on est autour de. Enfin, là, chez Jardin de Sandrine, on produit l'équivalent de ce qu'il disait, une dizaine de bouteilles de butane par an. Donc ça fait à peu près une dizaine, ça fait une centaine de litres de pétrole par an finalement.
Là, lui, il est plutôt sur 10 000 litres de pétrole par an, quoi. On est à quelques ordres de grandeur au-dessus. Et si on prend cet exemple de la ferme du Pleichou, du coup, on a donc eux, ils ont fait une formation de Picojoule il y a 1 an et demi, un peu plus. Et du coup, en revenant de la formation, ils ont autoconstruit leur méthaniseur, qui est cette cuve à fût là, qui fait 2 mètres cubes. Et donc, qui sont alimentés donc, par de la bouse fraîche, direct. Donc, quand ils ont 4 vaches et une vingtaine de chèvres. Et quand ils rentrent les vaches pour la traite, ils récupèrent les bouses fraîches. Et, euh, et avec, ils arrivent à faire à peu près pareil, un mètre cube de biogaz par jour. Et ils les stockent dans leur cuve. Donc eux, ils font du stockage sous pression. Ils stockent dans leur cuve. Et ensuite, ils le rebalancent d'un côté dans leur cuisine perso et de l'autre côté, ici, là, sur le trépied, dans la fromagerie. Et donc, ils font tout leur fromage et toute leur cuisine avec leur biogaz. Leur biogaz. Et eux, C'est uniquement ça, uniquement la boue de vache. ouais, uniquement la bouse de vache. Et ça leur arrive, mais justement, il en avait trop mis la dernière fois. Mais en gros, ils refilent le petit lait à des porcs. Ils ont 2 cochons. Et plutôt la crème de petit lait, ils aiment pas trop les porcs. Et du coup, ils le foutaient là-dedans. Et ça produit bien, mais justement, faut pas en mettre trop. Il avait un petit peu abusé là-dessus. Et, euh, et du coup, ça partait un petit peu en acidose, mais il a arrêté ça, il a continué de mettre de la bouse, et là c'est reparti. Justement, ils étaient pas très contents parce que ça a fait ça à la fin de l'été, quand ils étaient en train de faire toute leur confiture, quoi. Et donc là, un moment où ils crament pas mal de gaz, parce que là, eux, ce qui est pas mal, c'est que là-dedans, ils ont l'équivalent de 16 mètres cubes de gaz. Alors que ici, on a, mais bon, pas les mêmes enjeux, mais alors que ici, on a 4 mètres cubes de gaz. Et voilà. Et à savoir que eux, ce qui est assez rigolo, c'est que ils produisent plus l'hiver que l'été, parce qu'ils ont un poêle bouilleur chez eux, et qu'ils ont fait passer un réseau d'eau chaude, parce qu'en fait, c'est dans leur grange. Ils ont fait passer un réseau d'eau chaude dans leur méthaniseur. Et le poêle bouilleur, de toute façon, il balance, il chauffe assez pour eux, pour la maison. Et en fait, l'hiver, ils ont les vaches à l'intérieur. Les 4 vaches, elles sont beaucoup plus à l'intérieur que l'été, elles sont dans le champ. Et ils les rentrent juste pour les traire. Donc en fait, ils ont beaucoup plus de bouse. Et le méthaniseur est chaud l'hiver. Et donc ils font plus l'hiver. Et vu que eux, c'est de la fromagerie, ils utilisent aussi pas mal de gaz l'hiver. Alors que par exemple, ici, là, beaucoup plus végétal, les transformations, elles sont quand même beaucoup plus sur. Donc, du coup, ils mettent pas de végétal du tout, du tout. Eux, ils mettent pas de végétal du tout. Ils mettent que bouse de vache et petits. Et pas d'eau et. Il dilue un petit peu à l'eau et pareil, il a un petit tricks parce que là, pareil sur les, il a fait une bouche d'entrée là qu'on voit pas très bien mais qui est derrière et ça, il y a toujours un truc un peu comme Pierlot il avait quand il a mis trop de paille, là pareil lui il enlève la paille et en plus il a une pompe qui met dedans pour recirculation aussi du digesta, il a une petite pompe et il évite de mettre de la paille. Mais sauf que dans la bouse, même s'il récupère la bouse fraîche tous les jours, dans les tables, il y a quand même toujours un petit peu de paille et compagnie, quoi. Mais du coup, il peut pas. Enfin, pour vider sa cuve-là. Du coup, lui, c'est plutôt en entrée. C'est-à-dire que quand il prépare sa bouse, il le fait avec un mélangeur à peinture où il la dilue un peu. Et en fait, ça vient se coller tous les bouts de paille. Donc il y a quand même un peu de manutention, quoi. Il y a un peu de manutention. Et c'est ce qu'on voit en fait, c'est que, je sais pas s'il y a une page de conclusion là-dedans. Ouais, si, un peu, une page de conclusion. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que si c'est surtout des agriculteurs ou des paysans paysannes qui vont au bout de ce genre de projet-là, c'est parce que oui, il y a de la matière première d'intrants, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est une manutention qui va bien avec un travail de la ferme qui est de faire pas mal de petites tâches tous les jours. Et donc là, par exemple, il doit passer une demi-heure par jour de toute façon, il sort les vaches, de toute façon, il lave les tables. Donc en fait, après, oui, il se rajoute 20 minutes de travail à aller mettre le méthaniseur, à lancer la compression parce que lui, il l'a pas automatisé. Mais ça va pas bien avec ce genre de travail-là. Alors que c'est vrai que des gens qui le font pour un usage domestique, c'est plus compliqué de se rajouter 30 minutes de travail par jour. Chose à bricoler là-dedans. Et après, j'avais encore des petits trucs, mais je pense qu'on peut passer assez vite dessus. C'était notre projet qu'on avait qui malheureusement ne
ne va pas trouver, enfin, n'est plus d'actualité, a été abandonné, parce qu'il y avait un petit peu trop d'endroits où c'était compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la récupération des toilettes sèches, bah, en fait, parce que donc l'idée c'était de récupérer les toilettes sèches des gens qui habitent sur le canal du Midi au niveau de Ramonville, parce qu'il y a à peu près 70-100 foyers, récupérer ces toilettes sèches, les méthaniser et les refournir en gaz. L'idée de base, parce que ceux qui utilisent des butanes dans les bateaux, ils peuvent pas avoir d'évacuation basse. C'est ce qu'on te demande pour du butane. Sinon ça fait couler le bateau. Et si on n'a pas d'évacuation basse et qu'il y a une fuite de gaz, ça peut faire exploser le bateau parce qu'il y a le gaz qui reste au fond de la cuve. T'as le choix. Soit t'as le bateau qui coule, soit t'exploses. Bon, voilà. Et avec le méthane, c'est plus léger clair, du coup ça part par le haut. Et quelle heure on sait. 16h20, ouais. 5 minutes. Et voilà, du coup c'était l'idée de base. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que récupérer les toilettes des gens, c'est la délégation de service public. Il faut que la mairie soit tout à fait d'accord avec ça, et il faut qu'elle paye des gens, ou que les techniciens de la mairie soient d'accord avec ça, et en fait, tout à fait, de manière tout à fait compréhensible. Les techniciens de la mairie ont dit qu'ils avaient suffisamment de travail comme ça, et que d'aller sur une plateforme flottante, mettre la main dans le caca des gens, et c'est là, bah, enfin, il y a déjà pas mal de choses à faire comme ça. Ensuite, métalliser, bah, en fait, c'est toute une législation qui n'est pas du tout faite pour les dimensions dont on parle là, quoi. Et donc ça, c'était aussi un gros frein. Et fournir du gaz à des gens, bah, ça, c'est GRDF qui le fait. Et donc c'est aussi une réglementation qui est toute particulière. Et voilà, à savoir que Picojoule a été une structure qui a varié entre 2 et 6 salariés. On n'avait pas la force vive pour faire ça. Et qu'on appelle ça, le goût administratif pour toutes ces paperasses différentes là. Mais en tout cas, théoriquement, l'idée paraît tout à fait bien. Et a priori, il y a en fait, toutes les municipalités qui ont des gens qui habitent sur des péniches ont cette problématique-là. C'est-à-dire que là, à Ramonville, ben, leur idée c'était de faire du tout à l'égout pour les péniches, mais du coup ça ne devient plus des habitats où c'est intéressant d'habiter parce que il y a des taxes qui sont hyper chères. Parce qu'en fait, ben là, le projet il était à 2-3 millions pour faire le tout à l'égout pour 70 foyers. C'est pas foufou. Et VNF, Voie fluviale de France, enfin navigable de France, a fait un endroit de dépotage. Sauf qu'en fait, une péniche qui fait 70 mètres de long, bah, on la sort pas, on va pas s'amuser à dépoter comme un camping-car. Et parce que bah, c'est une demi-journée quoi. Pour aller dépoter puis aller faire le demi-tour, il n'y a qu'un seul endroit dans le canal où tu peux faire le demi-tour avec ta péniche qui fait plus que 40 mètres de long. Bon voilà. Enfin, c'est une vraie question dans laquelle on s'est dit tiens, on est hyper dynamique et on a plein d'idées, on va essayer d'y répondre et bon bah, pour l'instant non, voilà. Du coup il n'y a plus de salariés à Picojoule. Voilà. Et bon ça c'était un peu ce qu'on s'était dit qu'on allait faire quoi. Des plans 3D, ça n'engage que les ordinateurs. Tac tac tac. En guise de conclusion. Et il y a une deuxième guise de conclusion où il manquait plein de trucs. Mais ouais, c'est. Voilà, on peut. Voilà, en guise de conclusion, on peut s'améliorer sur nos conclusions. C'est déjà la première conclusion à avoir. Et que pourquoi on fait cette méthanisation artisanale, comme on l'a appelé, parce que du coup il y a une autonomie énergétique qui est aussi une autonomie qui ne dépend pas non plus de métaux ou de délocalisation. C'est un peu ça en fait qui est compliqué là. Quand je disais que ça reprend plein d'aspects, bah, c'est ça, c'est qu'en fait là, ce qu'ils font Pierre-Louis et Sandrine, c'est qu'en fait dans leur jardin, ils ont à la fois le forage de pétrole, le centre de raffinage et le centre d'embouteillage, quoi. Enfin, et ça, ils l'ont au fond de leur jardin, donc évidemment qu'en fait, ça prend du temps, du travail et compagnie. Et ça, c'était un peu pour faire un petit clin d'œil bah, à cette folie du photovoltaïque, qui est, oui, une autonomie locale, mais si on regarde un peu à une échelle plus globale, en fait, bah, on a quand même pas mal de problèmes au niveau des métaux, au niveau de aussi comment sont construits ces panneaux photovoltaïques là, parce que même si on nous dit que c'est que du silicium, il y a quand même des hauts fourneaux dans lesquels c'est fait, et en Chine et machin et bidule. Et du coup, c'est vrai que, ben, en tout cas, à Picojoule, on a quand même ce truc là à part la méthanisation et utiliser de l'huile, on n'a pas trop d'équivalent hydrocarbures, ou pédalé peut-être, qui peut nous permettre de fournir de l'énergie un peu, un minimum stockable.
Du coup, on peut gérer les déchets de manière ultra locale. On a un retour à la terre des déchets, bah, pareil, quelque chose qui est hyper cyclé, quoi. C'est-à-dire que bah, là, ici, ils le prennent devant la maison, ils lui en foutent aux tomates derrière la maison. On a une accessibilité parce que c'est low-tech et l'autoconstruction, ça permet d'avoir cette indépendance technique. Mais le problème, c'est que c'est pas compétitif en termes de l'argent que ça permet de ne pas dépenser si on le compare au temps de travail, si on veut le rémunérer, quoi. Que ça nécessite pas mal de connaissances en biologie et en bricolage, et que la législation française aujourd'hui n'est pas du tout adaptée. Et voilà, et par rapport à la méthanisation industrielle, où on a une production qui est centralisée, donc on a une efficacité énergétique, mais pareil, à un endroit donné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Enfin, sur l'efficacité énergétique, et par exemple, il y a beaucoup de notions. Et en fait, même si on a l'impression que c'est des maths et que c'est des physiques ou je sais pas quoi, il y a quand même tout le temps des choses que même si par exemple il y a des notions comme le taux de retour énergétique ou le taux de. C'est ça que ça s'appelle. Le taux de retour pour chaque énergie, quoi. Combien tu dois mettre d'énergie pour en avoir. Bref, sur ces trucs d'efficacité-là, en fait, à chaque fois, chaque étude prend un peu ce qu'il a envie, quoi. C'est-à-dire que sur un taux de retour énergétique, par exemple du pétrole, il y en a qui vont prendre juste l'énergie qu'il faut pour forer le pétrole par rapport à ce qu'on a qui sort. Mais il y en a qui vont dire, ouais, mais en fait, ça, c'est pas vrai parce que le pétrole, on l'utilise dans la voiture. Et donc, moi, je veux savoir qu'est-ce qui brûle exactement dans la voiture. Et du coup, l'énergie qu'il a fallu prendre pour forer le pétrole, pour le, pour le raffiner, le transporter. Et au final, les 30% qu'on a qui sont réellement pour bouger la voiture. Et donc là, en fait, d'une étude à l'autre, on a un qui dit, bah ouais, c'est 10% qu'on utilise, et l'autre qui dit, bah en fait, non, c'est pas vrai. On utilise 2 bidons de pétrole pour un bidon qu'on utilise. Donc, un peu tous ces trucs-là. Mais au moins, si c'est en circuit fermé au sein de l'exploit, bah, Pierlot, il peut nous dire combien de temps il passe à faire ça et combien d'énergie il met. Et il n'y a quasiment rien qui est délocalisé, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a sa bâche en plastique et, euh, et puis le broyeur. Et voilà, quoi. Enfin, bon. Le polyuréthane bio. Et le polyuréthane bio. Mais lui, il a pas le polyuréthane, lui. On peut utiliser d'autres matériaux. Lui, il est en paille. On peut utiliser notre peut-être. Et Et, de bouton. voilà. Et l'autre problème aussi, c'est que c'est hyper subventionné la méthanisation industrielle. Et du coup, c'est un peu ça, c'est que nous, on aurait un truc qui serait hyper subventionné ici, bah en fait, le peu compétitif, je pense que ça serait longtemps que ça serait répondu, quoi. Mais du coup voilà, c'est hyper subventionné, et ça fait que bah, aujourd'hui, ça réussit à tourner, ça permet de faire travailler des ingénieurs. Super. Et, euh, et voilà, et un peu les points négatifs, c'est que bah, du coup, on concentre les flux, et donc ce que je disais, donc à la fois, il y a du transport qui est fait, et ça augmente aussi les dangers parce qu'on centralise de la merde et du gaz et autre chose. Que c'est une filière qui a quand même beaucoup d'accidents, parce que bah, tout ce que je viens de dire. Qu'il y a une concurrence entre la production alimentaire et énergétique. Que en fait, souvent, en fait, c'est que la grosse méthanisation industrielle, elle vient s'inscrire dans un écosystème qui est celui de l'agriculture industrielle aujourd'hui, qui est que bah, en fait, c'est les mêmes qui veulent te vendre un tracteur à 200 000 balles qui veulent te vendre un méthaniseur à 500 000 balles. Et du coup, en fait, tu vas être obligé de mettre du maïs dedans parce qu'il faut que tu rembourses ton prêt. Donc en fait, ils t'ont dit que tu vas réussir à avoir 20% de marge de plus dans un méthaniseur, mais en fait, il faut que tu rembourses ton prêt de bon. Voilà. Et du coup, on est dans les mêmes choses. Et du coup, il y a cette dépendance aussi, subvention et banque, qui fait que tu peux moins faire ce que tu as envie de faire et tu es obligé de rester dans ces mêmes dynamiques-là de filière industrielle. Voilà, je crois que là c'est fini. Et voilà, quelques livres magnifiques pour bien scanner. Vous avez un exemple d'une brasserie aussi dans le coin? Alors, il y a une brasserie qui veut faire ça. Merci pour la question. Et oui, bah ouais, ça donne envie pour les brasseurs complètement, parce que c'est vrai que dans toutes ces choses qui utilisent beaucoup de gaz, ou du moins de choses pour brûler, on a envie de produire notre énergie. Du coup, les brasseurs de Massat, ils veulent faire ça, à Massat. La BIM, Brasserie Internationale de Massat. Ah oui. On a la BAM à côté de chez nous. Ouais. C'est la BIM. C'est la BIM, pas qui si s'appelle aussi Brasserie de l'éphémère. Et du coup, avec qui on travaille pour faire un méthaniseur qui méthaniserait les drèches. Mais le problème des drèches, c'est que c'est très azoté. Oui. C'est très azoté et du coup, le mélange il est pas. Faudrait sûrement rajouter une matière carbonée dedans. Et pareil, pour faire un truc en continu, c'est quand même des céréales qui ont tendance à bien flotter et tout ça, où il y a quand même pas mal de fibres dedans.
Et du coup, j'ai l'impression que ça aurait tendance à faire des croûtes. Et du coup, on est en train de travailler là-dessus parce que eux, ils veulent essayer quand même absolument cette matière-là. C'est compliqué, c'est plus compliqué. Et typiquement, Pierre Leb, il a une brasserie, il fait ses céréales et il les refile à bouffer à ses chefs. Et après, Oui. Composte le fumier. voilà, Tes déchets. il métallise métallise le fumier. Ouais. Mais voilà, les drèches toutes seules, faut qu'on fasse des tests. Je pense qu'il y a des choses à essayer, tout n'a pas été essayé, mais c'est pas la chose qui paraît le plus simple. Ok. C'est pas la chose qui paraît le plus simple. Et c'était un peu les choses sur lesquelles on a voulu, dans le projet des péniches, on était là, le premier truc qui paraissait compliqué, c'était de donner du gaz, enfin de fournir du gaz à des gens. Parce que du coup, il y a la contrainte que je disais, on n'est pas GRDF, mais en fait, c'est aussi comment on leur amène ce gaz. Et ce gaz-là, on est habitué à avoir des bouteilles de gaz qui déjà sont chiantes à changer. Bah là, on est sur du méthane qui n'est pas liquéfié. Et du coup, ce serait énormément de bouteilles. Donc en fait, est-ce que tu as envie de changer tes bouteilles toutes les 2 heures de cuisson Ah oui, à ce point. Et du coup, Bah si c'est des petites bouteilles... Ouais, comme là, Yann, ça fait bah 2 ouais. heures de cuisson. Bah c'est ça, à part si on traite le gaz avant et tout ça, mais sauf que c'est des choses que nous actuellement on fait pas à Picojoule, qui sont possibles théoriquement, mais bon, à force de... Voilà. mais justement, quand même, cette question de l'épuration du gaz, notamment d'en sortir le CO2, Ouais. qui potentiellement, c'est utilisable en brasserie aussi, Ouais, le c'est CO2, pas parce que c'est ce qu'on potentiellement, utilise c'est pour Pour tirer pousser la bière. pour Voilà. tirer la bière à la Donc, fois. ça pourrait faire 2 coproduits. Tout à fait. Alors, il faut que ça soit par contre parfaitement filtré. S'il y a le moindre élément pathogène dedans, là, c'est pas bon. C'est ça. Mais ça pourrait être un truc super intéressant. Complètement. Et puis, C'est que donc, la filtration low-tech, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas au point permettre d'avoir 99% de méthane ou 99% de CO2 de l'autre côté. On a toujours une petite perméabilité entre les deux. Et donc on ne peut pas se permettre d'aller mettre du CO2 avec du méthane directement. Donc ça demande des procédés de filtration qui sont très chers en investissement. Et qui, du coup, dans le process low-tech, s'intègrent. Bah, c'est ça. C'est que. Il y a. Bah, c'est-à-dire que par exemple, Pierre Leb, lui, il sépare son CO2, et il le commercialise avec gaz de ferme. Et c'est ça. Et donc là, eux, enfin, en tout cas, c'est possible de le faire. Et en fait, même ce qui serait plus simple encore, c'est déjà rien que pour la manutention au sein de la brasserie, de récupérer le gaz de fermentation alcoolique. Ça serait déjà assez incroyable en fait de récupérer ce gaz-là et déjà de l'utiliser au sein de la brasserie. Et du coup, ouais, c'est un des trucs, et en fait, même ce qu'on voit au niveau des calculs de rentabilité financière et tout ça, c'est qu'il y a plus d'argent à se faire dans le CO2 que dans le méthane, quoi. C'est-à-dire que le gaz est vendu au kilo et le CO2 est beaucoup plus cher que le méthane, et qu'en fait, du CO2, on en utilise dans plein d'endroits différents. Et du coup, la brasserie, ouais, c'est un élément. C'est un élément, mais du coup, je pense que c'est aussi un truc il faut essayer de quand même créer des synergies, quoi. C'est-à-dire que là, le projet des péniches, aurait pu être intéressant, c'est que plutôt que fournir le gaz à ces 20, 50, 70 foyers, bah, qu'en fait, la méthanisation et le toilette sèche de tous ces foyers-là permettent d'avoir la brasserie de quartier, quoi. Et là, ça serait des trucs qui seraient intéressants, ou peut-être qu'il faut, bah voilà, faut faire des... Nous, on en met de la drèche des fois dans notre méthaniseur. Mais c'est un pourcentage qui... Enfin voilà, c'est pas la majorité, quoi. Et du coup, c'est un peu ce tampon-là qu'il faut réussir à mieux comprendre. À mieux comprendre, et ouais, et sur le CO2, bah, c'est clair que c'est un enjeu et voilà, faut bricoler. Et pour l'instant, ce qu'on peut faire au niveau low-tech, bah, dans le livre de Jean-Philippe Vallat, lui, il le fait pour pouvoir utiliser son gaz dans sa voiture. Mais lui, ce qu'il utilise derrière son CO2, il l'utilise pour... en fait, ça va être filtré avec de l'eau, et il va l'utiliser pour, par exemple, faire du goutte à goutte dans ses serres. Comme ça, les serres, elles vont être boostées en CO2, et ça va permettre à ces plantes de pousser un peu plus. Et là, tu t'en fous, quoi. Ton CO2, qu'il y ait 5% de méthane, et que, imaginons, il y ait des pathogènes dedans. Et ça, pour le coup, en termes d'investissement, c'est très faible. En termes de consommation énergétique, c'est pareil, ça consomme pas rien. Et voilà, il faut juste avoir les plantations autour pour valoriser cette eau carbonée. Mais sinon, et avec un procédé comme ça, on arrive à passer de 65% de méthane à 85% de méthane. Du C'est coup, pas, on il n'y est pas nos encore, bouteilles, on n'est pas encore à arrive 99, à 95 ou 97%, mais déjà ça permet
de valoriser ce CO2 d'une part, et en plus de ça, quand on comprime le gaz, et bah, vu que le CO2 ne sert à rien dans la combustion, c'est-à-dire qu'on augmente aussi le rendement de la compression. Ouais. Et du stockage. C'est-à-dire que là, bah, ouais, on prend facilement un tiers, 40%. Et en fait, c'est. Non, avec Pierre Leb, on a pu avoir des discussions comme ça où aussi chaque biogaz va être un peu différent. C'est-à-dire que le biogaz d'ici, je pense qu'il n'est pas loin de celui qu'on a à Picojoule, parce qu'on a un peu les mêmes typologies de ce qu'on met en entrée, quoi. C'est des biodéchets qui sont bien broyés. Et donc, en fait, on a du biogaz qui est autour de 60-70% de méthane directement, quoi. Alors que chez Leb, c'est que du fumier, on est à 50%. Et donc en fait c'est pour ça que, bon après lui il a aussi un groupe électrogène, mais et ça lui il dit bah non en fait moi je suis obligé de l'épurer, parce que ça brûle pas bien. Et c'est clair que bah, ces 10-20% de différence ils sont énormes. Il y a de ça aussi. Et donc là, tu disais, vous avez des tests, ça pourrait servir pour un chauffe-eau, mais ce serait monté comment alors? Et si tu veux bien redire ma question pour que ce soit au micro. Qu'on a des tests qui sont. Oui, on a en gros qu'on a des tests pour des chauffe-eau au biogaz et que bah en fait oui Mais c'est gros, monté comment? c'est monté comme c'est-à-dire que C'est des chauffe-eau instantanés en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un petit brûleur dans le chauffe-eau qui va fonctionner au biogaz et qui va chauffer en direct l'eau qui passe dans le chauffe-eau, quoi. toi tu veux dire par rapport au gaz s'il y a des bouteilles qu'on met Ouais, comment, enfin, à quoi ça ressemble quoi. Ouais. Ah oui, bah non, mais c'est ça, c'est que bah, là, par exemple, un peu comme là, lui, que ici, ils ont une poche de 4 mètres cubes et ils allument leur pompe. Bah, là, c'est pareil, c'est qu'en gros, c'est des chauffe-eau instantanés. Là, nous, c'est un chauffe-eau instantané qui est, je sais pas si vous voyez ça, souvent les chauffe-eau qui sont dans la douche. Bah, quand tu allumes ta douche, tu les vois qui commencent à se démarrer. Bah, là, c'est exactement pareil, quoi. C'est-à-dire que ça ouvre la vanne et au lieu que ce soit du butane, c'est du biogaz. Et donc là, c'est fait pour quand tu ouvres le robinet, le truc il commence à cramer de manière instantanée. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et là, typiquement, nous, celui qu'on a, c'en est pas un qu'on a modifié, mais c'est un qu'on a acheté à Puchine. Donc la même chose qu'ils ont là, eux, que le méthaniseur, là, c'est un Puchine. Et, euh, et on l'a acheté parce que c'est des choses qui sont faites pour du biogaz. Et c'est-à-dire que nous, modifier des brûleurs comme ils ont là, des brûleurs de marché qui font 3-4 kW, c'est tout à fait faisable parce qu'en fait, c'est toi qui démarres la flamme et c'est pas quelque chose d'automatique. Là, c'est un chauffe-eau qui est automatique. L'allumage est automatique. Et donc, les piezo sont faits en fonction, tout est prévu pour. Et donc c'est quand même mieux rodé que nous, ce qu'on modifie. Moi, je suis d'accord, mais quand même, on a modifié le piezo, on a modifié l'arrivée de gaz, on a modifié... Bah, ça, c'est que nous, là, on l'a utilisé pour autre chose, c'est-à-dire que c'est un chauffe-eau instantané qui est fait pour fonctionner sur des éviers. Donc, c'est avec des gros débits et des grosses différences de pression. Là, nous, on l'a utilisé pour chauffer le cube, pour réussir à refoutre le biogaz pour chauffer l'hiver. Et donc, on est sur des serpentins de chauffage. Et donc, c'est pas du tout les mêmes débits d'eau que dans notre circuit d'eau. Du coup, on a dû le modifier pour que il puisse fonctionner pour faire du chauffage. Du chauffage de. De l'autochauffage. Ouais, voilà. De l'autochauffage. Et quelle marque? Parce que là, du coup, c'est pas un auto-construit là. Non, ici au jardin de Sandrine, C'est vrai qu'il a été c'est acheté. Puxin, là, et c'est Puxin. Et c'est la marque chinoise. Ah oui, c'est ça. Ouais, il était où? Il était avant, après. Ah, ah, ah. Avant, oui. Là, oui. Ouais, là, oui. Ça, quoi. D'accord. C'est ça, et voilà, et oui, et tu peux l'acheter sur AliExpress. Mais ça peut s'auto-construire, mais ça. Oui, ça, fait chier. Ouais. ça pour avoir un. Bah, ça, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant avec l'autoconstruction, c'est que tu vas payer le même prix, mais tu vas avoir des matériaux qui sont de meilleure qualité et que surtout tu peux retrouver à côté de chez toi, quoi. C'est-à-dire que là, nous, tous les raccords qu'on a fait sur le cube et tout, ben, on l'a fait avec du PVC qui vient de Franc-Bonhomme d'à côté. Et du coup, si on veut changer un truc, on peut le changer, quoi. Là, bah, après ça, tu pourras toujours le modifier. Et on voit très bien qu'on a réussi à le modifier ici aussi. Mais voilà. Mais c'est que du coup, tu l'achètes tout clé en main.
Ça. Mais du coup, il y a quand même un truc où il y a une tradition en fait depuis les années 70 en Chine où ils sont forts pour faire de la méthanisation à petite échelle. Et voilà. Et moi, personnellement, après, si. Moi, je préconiserais plus d'acheter du Puchine où ils ont cette tradition-là et où en fait, il est bien fait ce truc-là. C'est-à-dire qu'il est avec tout un truc qui fait effet de serre et en plus, on peut faire passer de l'eau directement dedans et tout ça. Plutôt que du homme biogaz qui est une poche souple comme ça qui coûte le même prix et qui en plus a la mauvaise idée d'être israélien. Et du coup, par les temps qui courent, faut éviter de donner de l'argent par là-bas, quoi. C'est vrai que les Chinois, ils sont beaucoup plus Ça se discute. C'est pas le bon. J'en conviens complètement que c'est clair que c'est. Du coup, nous, on préfère les autoconstruits. Voilà, c'est ça, c'est possible. C'est voilà, à choisir le pire, on préfère l'autoconstruire. Et voilà. Et du coup là, parmi les 1000 choses qu'on a à faire, il y en a un qui serait quand même d'essayer de faire un peu des échelles de qu'est-ce qui est le mieux à récupérer et qu'on sait que c'est facile de bidouiller et qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter parce que c'est fatigant pour pas grand-chose, quoi. Et typiquement, c'est un peu l'histoire de la compression, de faire des brûleurs et tout. Ça va. Son chauffe-eau, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un truc. Voilà, il y a des trucs comme ça. Par exemple, il y a des gens qui ont essayé de faire leurs bâches souples. Parce que je sais pas si vous avez un peu une idée des bâches souples comme ça. Enfin, des rétentions d'eau. C'est hyper cher, quoi. Mais en fait, acheter du PVC, acheter de l'EPDM et faire toi-même ton truc, ta bâche souple de rétention d'eau ou de rétention de biogaz, tu te retrouves avec des trucs qui pètent plus facilement et qui au final sont pas tellement moins chers, quoi. Donc en fait, même si ça se fait chier d'acheter 400-500 balles le truc de 4 mètres cubes, des fois peut-être qu'il vaut mieux l'acheter, quoi. C'est vrai que nous on utilise des ballons de yoga par exemple. Les ballons de yoga, c'est un bon rapport volume-prix. Voilà. Donc, c'est des régions où ils adorent ça. Voilà. Vous avez d'autres questions, d'autres trucs? Je sais qu'il va être complètement à leur fatigue. Ils ont une super image de fin. Yeah. Waouh. J'avais oublié de mettre son bleu de travail sur Paris. Après, c'est juste une des questions qui avait été abordée lors de notre conférence en année, c'était les questions de législation et de sécurité. Ouais. Si tu peux dire ça juste en 2 mots, peut-être. Bah ouais, sur la législation et la sécurité, bah c'est ça, c'est que c'est ce qui était marqué juste avant, quoi, que la législation française, elle est pas adaptée pour ce type d'installation, et qu'il y a un travail qui est fait, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, on a un projet avec le GRS, et qui a pas marché cette année, mais qui est d'essayer de faire avancer la réglementation au niveau des petites installations et montrer que en fait, la législation qui se fait pour des méthanisations industrielles, elle n'a pas lieu d'être pour de la petite méthanisation comme il y a ici au Jardin de Sandrine ou quoi. Et voilà, mais pour l'instant en France, c'est clair que c'est compliqué au niveau législatif. Et c'est-à-dire que même le projet de Sandrine ici qui a été suivi par la PESA, bah, il a fini par ne pas être déclaré alors que le dossier était fait, nous paraissait valide et tout ça. Et donc aujourd'hui, des installations comme les nôtres, on n'en connaît pas qui soient déclarées. Et voilà. En termes d'assurance, du coup. Et en termes d'assurance, ici, ils sont assurés, mais alors, pas forcément. Enfin, oui, ici vous êtes assuré. Oui, on est assuré. Voilà, et va. Bonjour Eva. Et du coup, ils sont. Et on est assuré et le méthaniseur est déclaré. C'est ça, Sandrine, hein Oui, le méthaniseur est déclaré. C'est comme la maison, elle est en taille porteuse, elle est déclarée, mais ils n'ont rien dit. Ouais. Et moi, ça m'intéresserait bien de discuter de cette histoire d'assurance Oui. avec toi. Ok. Allons-y. Enfin, C'est quelle assurance déjà? Ça bouge là-haut. Ouais. Je sais plus. Sandrine, c'est quelle assurance qu'on a? AXA, mais c'est pas assuré. On aura déclaré la Je méthanisation. je leur ai demandé et en fait ils sont jamais venus pour. Voilà, on leur a déclaré. Parce que moi, les différentes assurances avec qui j'en ai parlé, ils sont partis en courant. Voilà. Mais nous, ils sont pas partis. On leur a dit.
Et On C'est leur... parti. mais ils sont jamais venus et je suis pas sûre que ce soit rentré dans le contrat. D'accord. ouais, c'est sûr qu'il y a peut-être que l'oral, quoi. Mais c'est clair que c'est des endroits où, bah, justement, pour des projets de plus grosse envergure ou quoi, où c'est des réels freins. Et que, en fait, bah, pour l'instant, nous, on n'a pas rencontré d'institutions publiques qui nous aident réellement dans ces trucs-là, quoi. Il y a eu l'agence de l'eau à Dour-Garonne qui ont été la seule institution publique à nous aider pour le projet des péniches. Mais sauf qu'en fait, ça n'a pas suffi, c'était les seuls. Mais en plus, eux, c'est pas exactement sur la méthanisation, c'était plus par rapport au truc du problématique liée au canal du Midi, le fait de réussir à faire qu'il y ait moins d'excréments dans le canal du Midi. Et du coup, avec eux, on avait d'autres trucs qu'on a réussi à mettre liés à la méthanisation, mais voilà, en tout cas en France, c'est clair que c'est un des gros freins à une méthanisation plus locale. Mais on participe en tout cas à un travail de fond là-dessus. Le fait que ce soit pas dans les clous. Ouais, clairement. Et là, par exemple, typiquement, enfin, ce qui est un peu problématique avec par exemple, le projet qu'on a là à Marseille, c'était en fait qu'il y a deux endroits où, en gros, c'était le projet qu'on a déposé à l'ADEME qui a pas marché cette fois et qu'on espère marchera, mais c'était en gros avoir ces deux méthaniseurs qui ont donc dans des restaurants ou dans l'Après-M qui est un restaurant qui fait aussi la distribution de bouffe et qui a pas mal de ces fruits et légumes qui peuvent pas être distribués parce qu'ils sont déjà pourris. Et donc et voilà, c'était d'avoir ces deux méthaniseurs-là qui sont à petite échelle, c'est-à-dire en dessous de 50 kg par jour, quoi, ou 50, et de pouvoir pendant 3 ans monitorer ces méthaniseurs, du coup faire vraiment l'analyse de tout ce qui rentre, tout ce qui sort, le digestat, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce que machin, pour avoir des chiffres pour faire évoluer cette filière-là, quoi. Et en fait, ce truc-là, il n'est pas passé auprès de l'ADEME parce que les méthaniseurs n'existent pas. Mais les méthaniseurs n'existent pas parce que on ne peut pas les faire parce qu'en fait, si on voudrait déposer les dossiers, bah, en fait, déjà, il faut avoir la thune pour faire le matériel et qu'il soit aux normes. Et en plus, il faut prévoir 5-10 000 euros de déclaration, de machin, de machins qui sont pas du tout dans nos échelles de ce qu'on peut faire. Donc là, La PESA avait pas fait ça en fait ici. Il me semblait qu'ils faisaient des prélèvements régulièrement en fait pour avoir la qualité du gaz. C'est ça. Ouais, il y a eu dans le projet qui était ici, ils ont fait ce travail-là. Ils ont fait celui-là et ils ont ces données-là. Et c'est d'ailleurs eux qui sont revenus ici là, il y a quelques mois, qui sont venus à Picojoule aussi, pour venir analyser un peu ce qui se passe, quelle est la qualité du digestat, qu'est-ce qui se passe dans les installations pirates. Et avec des structures comme celle-là, faire avancer la réglementation, ça peut pas. Enfin, eux, ils n'ont pas de. Ils peuvent pas aussi travailler sur ce volet-là. Ben, la PESA, en fait, ça n'a jamais été de leur. Enfin, c'est pas eux eux, ils répondent à des appels de projet de l'ADEME, ou là, sûrement, je sais pas comment la PESA est rentrée dans la boucle, mais en gros, moi j'ai l'impression que c'est pas eux qui sont moteurs. C'est que eux, ils ont les laboratoires pour faire les analyses et ils ont une connaissance en la méthanisation. Et du coup, ils répondent au projet et Ça, ils répondent à des projets de l'ADEME. voilà. Et c'est l'ADEME qui, derrière, va éventuellement être en mesure de pouvoir faire des propositions au gouvernement pour pouvoir faire évoluer cette réglementation. Mais pour ça, il leur faut assez de données, assez de retours. Donc, c'est pas une installation qu'il leur faut, c'est 10, 20, 50 installations pour arriver à tirer des courbes de tendance et expliquer vers quoi on peut aller avec ce genre d'installation. Parce qu'une des grandes questions, là, quand je parlais de recherche-action ou trucs comme ça, c'est qu'une des grandes questions qui se pose, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir plein de petites unités comme il y a ici qui sont gérées de manière artisanale ou d'avoir des grosses unités industrielles. Et par exemple, pour un même. La question elle est pour un même. Ça, c'est une question qui est compliquée, hein. Il y a des gens qui sont payés pendant 3 ans pour y répondre et qui n'arrivent pas à y répondre. Mais parce qu'elle est, franchement, elle est rude. Et pour une même quantité de matière traitée, est-ce que c'est plus vertueux d'avoir plein de petites installations artisanales ou d'avoir une grosse installation industrielle? Et vertueux au niveau de, je sais pas, ni de cycle de vie, de machin, de combien il y a de fuites, combien il y a de retours sur énergie, investissement. Là, franchement. Comment sont traités les déchets, d'où ils viennent, Ouais. comment est utilisé le digestat. Mais voilà, et du coup là il y a plein de paramètres et tout ça, et moi j'ai l'impression que notre postulat c'est de dire que c'est mieux que ça soit fait de manière autonome, Bah oui. voilà, et le postulat des
des grands groupes, c'est plutôt de dire que c'est mieux que ce soit fait par des grands groupes. Oui. Voilà. Étonnant. chacun a sa réponse. Parce qu'ils peuvent se faire de l'argent avec ça. Ben, c'est ça, c'est qu'avec ça, il n'y a personne qui se fait trop d'argent, quoi. Non. Parce que vous non plus, vous ne faites pas trop d'argent avec ça, vous en dépensez un peu moins, mais contre de l'énergie. Mais en même temps, c'est si agréable de passer du temps avec le méthaniseur. Parce que, combien ça vous a coûté au total? Je dirais que c'est à peu près dans les chiffres que tu as publiés là, où tu disais que le vôtre, il était à 2000 euros. Je dirais que si on enlève tous les achats qu'on a fait d'essais et qu'on n'a pas utilisés, parce qu'il y a eu des filtres, des choses comme ça qu'on a changé, et je pense qu'on en est dans les 2000 euros. Le méthaniseur, il était à 1000 euros. Et après, le reste... Tout compris avec les frais de transport, Ouais. douane, tout million. C'est vous qui nous l'avez vendu, Picojoule. C'est toi? C'est moi. Ah oui. Et après, voilà, les quelques frais qu'il y a autour, mais vous avez vu, autour, il n'y a pas non plus énormément de choses qui traînent. Bah ça, surtout si tu dis que le broyeur d'évier, tu l'as pas changé depuis 4 ans. Ouais. Celui-là, il a été compresseur fourni non par plus. Picojoule. Gratos. Ouais, les C'est- comptes c'est- Moi, c'est réfléchis en clair termes de que ce rentabilité. projet, s'il existe, c'est grâce à Picojoule. Bien sûr. Non, mais Pierrot, il avait envie depuis très longtemps de mettre en place ça. Et en fait, nous deux, on serait arrivé. Ouais, ça a pu se concrétiser. Mais ça a été concomitant, quoi. J'ai l'impression que c'est le premier projet qui est arrivé à bout, qui en plus n'est pas porté entièrement par des gens de Picojoule qui ont, où on passe beaucoup de notre temps là-dessus et tout ça, et qu'en fait vous arrivez à le faire fonctionner et de manière quand même autonome en fait depuis quand même. Au début, c'est parti d'un projet de l'ADA. Ouais. Qui avait un chargé qui a ADR régional, ARDR, Oui. qui avait un chargé de mission, Dan, qui était Oui. chargé de mission sur la méthanisation. Ils se sont lancés là-dessus. Mhm. Du coup, ils ont fait des démarches auprès d'une association qui s'appelle Carasso pour avoir des sous, et ils ont eu, je crois, 200 000 ou 300 000 euros pour payer cet emploi et payer des études et des projets. Et le but, c'était d'arriver à avoir 5-6 projets au bout des sous. Et c'est pas tout à fait ça. Au bout des sous, il y avait peut-être 1 ou 2 projets, dont le nôtre, qui étaient réalisés. Mais du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé. Et après, Picojoule, on a fait une conférence à Toulouse sur la méthanisation, sur la picométhanisation. Et c'est là qu'on a croisé Pierre de Picojoule. Et du coup, il s'est agrippé au projet et hop. Et après, une fois que les sous étaient plus, il n'y avait plus de sous. Et du coup, on a continué avec Picojoule. Pas de sous, vous pouvez venir me voir. Voilà. C'est pas mal.